Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire organisé par l'association Dauphine Stratégie Défense. Alors, c'est un format un petit peu nouveau pour nous ce soir, ayant été habitués depuis la création de l'association il y a bientôt 4 ans à ce que nos événements se tiennent en présentiel. Et on se souvient notamment, pour ceux qui nous suivent de près, de la conférence de Frédéric Pierucci en octobre dernier, qui était par miracle passée au travers des gouttes, des confinements et autres mesures restrictives. Alors, je suis Baptiste Coinel, président de l'association, et je suis très heureux d'accueillir avec nous ce soir deux intervenants d'exception, avec qui, et je les remercie, nous allons pouvoir aborder les enjeux géopolitiques passionnants du bassin méditerranéen. Donc, est tout d'abord présent avec nous l'amiral Jean Dufour, qui a sillonné les eaux tumultueuses de Méditerranée et d'Atlantique à bord de sous-marins et de frégates sous son commandement. Vous êtes aujourd'hui chercheur en affaires stratégiques dans le programme Méditerranée occidentale de l'Institut de stratégie comparée à l'École militaire de Paris et également académicien de la Marine. Nous avons eu le plaisir du coup de vous rencontrer, Monsieur Dufour, pour la première fois à la Fabrique Défense 2020, dont la deuxième édition se tiendra d'ailleurs en 2022 pour ceux que ça intéresse, lors de laquelle vous nous aviez fait part de votre fort enthousiasme à partager votre expertise et à transmettre vos connaissances. Est également présent pour cet événement Frédéric Ancel, spécialiste du Proche-Orient. Vous êtes docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po Paris, également lauréat du Grand Prix de la Société de géographie. Vous êtes membre de cette société, ainsi que du comité de rédaction de la revue Hérodote. On peut citer parmi vos multiples ouvrages le dernier d'entre eux, Les 100 mots de la guerre. Votre expérience et vos analyses vont nous permettre ce soir d'éclairer nos réflexions et d'apporter des réponses au sujet qui va nous guider tout au long de la conférence, le bassin méditerranéen, espace de rivalité aux portes de l'Europe. Plus que jamais, la Méditerranée est au centre de préoccupations qui dépassent largement l'échelle de la vingtaine de pays qui l'abordent. Les récents événements au canal de Suez en sont la preuve. 13% du commerce mondial transite par ce passage obligatoire, notamment pour rejoindre Rotterdam. Il est donc clair que les retards accumulés et les conséquences tant économiques que géopolitiques ont déjà créé des perturbations qui perdureront bien après la réouverture du canal il y a déjà 2 jours. La Méditerranée est assurément depuis tout temps un espace prisé dont le contrôle implique une domination certaine. L'Empire romain dans l'Antiquité et sa fameuse Mare Nostrum, puis l'Empire ottoman dans la partie orientale de la Méditerranée avaient parfaitement perçu les enjeux commerciaux et militaires de cette zone. L'espace méditerranéen doit assurément être considéré non pas comme un simple ensemble géopolitique, mais bien comme une zone clivée, discontinue et sous tension permanente. Clivée tout d'abord avec la séparation qui depuis longtemps s'opère entre chrétienté et islam et qui, à l'époque moderne, s'est traduit par des vagues de colonisation. Discontinue car en effet, ce bassin rassemble des intérêts qui ne se bornent pas seulement à ceux des pays qui l'entourent. Ensuite, car d'autres pays ont eu et ont à l'heure actuelle une influence dans cette zone, à l'aune de la montée de la puissance, en puissance de la Chine, notamment pour ses routes de la soie, ou du retour sur la scène internationale de la Russie, pour des raisons cette fois-ci un peu plus militaires, diplomatiques ou commerciales. Enfin, la zone est sous tension permanente, et ce en raison des nombreux enjeux qui la caractérisent, migratoires tout d'abord, notamment depuis les pays devenus instables récemment, tels que la Syrie ou la Libye, politique aussi, avec le printemps arabe qui a débuté il y a 10 ans déjà en Tunisie, et dont il convient aujourd'hui de questionner le bilan quelque peu mitigé. Géopolitique, avec des rapports houleux qu'entretiennent certains pays entre eux du fait d'enjeux énergétiques et territoriaux. L'exemple parfait est la posture de la Turquie à l'égard de ses voisins plus ou moins proches, comme la Grèce ou Chypre, ainsi que la politique internationale pleine d'ambiguïté, sous surveillance européenne, menée par Erdogan, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'une série d'articles que vous pouvez consulter sur notre site internet. De toutes ces problématiques devraient pouvoir ressortir des solutions, notamment d'unification autour de ce bassin qui rassemblerait tous les acteurs de cette zone. C'est ce que l'Union européenne a tenté d'initier, tel un guide dans les eaux tumultueuses de la géopolitique méditerranéenne, au travers du processus de Barcelone, initié en 1995 et aujourd'hui appelé Euromed, une tentative de forum politique à l'aboutissement encore incertain. Je vais donc maintenant laisser la parole à Timothée Jekyll, vice-président de l'association, et qui animera l'échange. Ensuite, une seconde partie sera consacrée aux questions de l'auditoire à Frédéric Ancel et Jean Dufour. Vous pouvez tout au long de la conférence les écrire dans le chat et nous les récolterons pour ensuite leur poser. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler que l'association DSD est active plus que jamais sur tous les fronts, au travers des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,
avec les articles, les podcasts que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site, et avec les conférences et partenariats que nous menons assez régulièrement, afin que les enjeux de géopolitique, de stratégie et de défense touchent le plus grand nombre de dauphines ou d'ailleurs. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Baptiste pour cette introduction. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le but de cet échange est d'établir un panorama des rivalités, tensions et conflits dans le bassin méditerranéen et dans le voisinage européen. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant, s'immole par le feu dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. Filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, son suicide déclenche une vague de manifestations dans son pays, puis dans tout le monde arabe. Les revendications sont dirigées contre les régimes autoritaires en place. Selon la typologie de Gilles Kepel, dans son livre Sortir du chaos, les printemps arabes ont eu 3 issues différentes en fonction du pays. Démocratie, comme justement la révolution du jasmin en Tunisie, même si la situation économique, sécuritaire et sanitaire laisse à désirer. Endiguement, comme à Bahreïn, avec l'aide de l'armée saoudienne, ou le chaos, comme en Syrie ou en Libye. Avant d'évoquer la Syrie avec vous, Frédéric Ancel, Jean Dufour, pourriez-vous rappeler les raisons et les enjeux des aspirations démocratiques de la jeunesse arabe en 2011 et 10 ans plus tard, celle encore du peuple algérien avec le Irak ou encore du peuple libanais? Merci. C'est une très vaste question sur laquelle je vais répondre par 2 mots qui sont en fait la jeunesse, la dignité. Les peuples arabes du nord de la Méditerranée, du nord de l'Afrique du Nord sont des peuples jeunes, sont des peuples qui ont été pendant très longtemps confrontés à des régimes autoritaires dans lesquels, au fond, des autorités politiques échangeaient du droit de contraindre contre l'endiguement qu'ils faisaient des mouvements de migration, et donc tout le monde regardait ça comme un équilibre acceptable. Mais la dignité des jeunesses arabes était bafouée dans ces systèmes, et il y avait longtemps qu'il y avait des revendications qui étaient on pourrait appeler ça de société civile, hein, de ce côté-ci de la Méditerranée, ou des revendications plus fortes de dignité humaine face à des pouvoirs qui étaient oppresseurs. Donc, je crois que c'est en Afrique du Nord, en tout cas, les 2 points communs qui ont réuni toutes les populations. Bien sûr, c'est en Égypte, à Place Tahrir, ou en Tunisie, que cela s'est manifesté de façon la plus brutale et de façon assez éruptive. C'est-à-dire que tout le monde avait bien noté cette question de la jeunesse, de ces questions de dignité, et personne n'avait véritablement vu à quel point les jeunes étaient prêts à agir. Et donc, il y a eu des flottements de pouvoir, et puis ce qui est arrivé, cette réalité-là. C'est très différent aujourd'hui avec le Irak en Algérie, dans la mesure où l'Algérie sortait d'une période extrêmement dure, la décennie dite de sang, hein, celle qui a commencé par la confiscation du pouvoir légitime habituel, en tout cas en Algérie, le pouvoir des militaires, qui s'est traduit par une sorte de dictature et une tension avec un très grand nombre de morts, une guerre civile interne qui a été extrêmement pénible et qui a rassemblé, j'allais dire, toute une série de partis dans une lutte dans laquelle les militaires ont joué un rôle qui reste souvent obscur vu de l'extérieur. Et donc aujourd'hui, le peuple algérien n'a pas la même réactivité, il a peut-être un peu plus de passivité vis-à-vis de ces questions d'autorité, et il ne s'exprime pas de la même façon dans le Irak, qui, à travers toute l'Algérie, a fait une demande permanente de dignité, là une fois encore, et puis de reprise en main du pouvoir aux militaires. Voilà, je crois, les quelques idées qu'on peut mettre sur la table pour commencer. Frédéric Ancel, vous expliquez dans votre livre Géopolitique du printemps arabe, publié en 2014, pourquoi, selon vous, Bachar al-Assad ne sera pas évincé du pouvoir par les manifestations. 10 ans après le début de la guerre en Syrie, l'histoire vous a tristement donné raison, et le peuple syrien en a payé le prix. Près d'un tiers de sa population s'est soit réfugié, soit a été tué par les bombes qu'ils ont pourtant contribué à payer avec leurs impôts. Comment expliquer ce maintien au pouvoir, alors qu'il en a été autrement pour Moubarak, par exemple en Égypte, pourtant au pouvoir depuis 30 ans, ou Ben Ali en Tunisie, au pouvoir depuis 23 ans? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Je rebondirai d'ailleurs immédiatement sur un terme très important prononcé par l'amiral Dufour, la dignité.
Ça, c'est quelque chose qui manque très cruellement au monde arabe. Et j'irai d'ailleurs plus loin. Je pense que par paresse ou par complaisance intellectuelle, un certain nombre d'Occidentaux sont tentés depuis trop longtemps de considérer que finalement la démocratie, ce ne serait pas forcément bon pour les Arabes et qu'ils se satisferaient parfaitement de la dictature et de la misère. C'est quelque chose, c'est une représentation, pour reprendre un terme cher à mon maître Yves Lacoste, c'est une représentation parfaitement détestable et qui malheureusement est très partagée. Eh bien, les jeunesses arabes nous ont démontré qu'elles avaient elles aussi envie de dignité. Alors pour vous répondre très, très concrètement, la Syrie, oui, j'entendais les ministres des Affaires étrangères et autres secrétaires d'État américains dès débuts 2011, considérer avec là aussi beaucoup de facilité qu'en réalité, puisque 3 dictateurs arabes étaient déjà tombés, le 4e nécessairement allait tomber aussi. Et on était dans une espèce de mathématique simpliste. Or, pour avoir travaillé longtemps sur le conflit israélo-arabe et peut-être plus particulièrement sur la Syrie à travers notamment la géopolitique du plateau du Golan, il me semblait peut-être percevoir quand même quelque chose de plus complexe et peut-être de plus rigide, de plus efficace, entre guillemets, au mauvais sens du terme, chez les Assad. D'abord parce que depuis l'avènement au pouvoir de Hafez, donc en 1970, le père de l'actuel Bachar, eh bien, les Druzes avaient été largement mis au pouvoir autour de lui. C'est une famille druze, un clan très important, des Alaouites, des Alaouites qui ont également placé autour d'eux un certain nombre de Druzes qui sont aussi une minorité non sunnite, d'où mon lapsus. Donc des Alaouites, et les Alaouites sont environ 10% de la population syrienne. Si vous voulez, là on a non seulement un népotisme, mais un clanisme qui permet de donner davantage de dur, en quelque sorte, à un régime. Autrement dit, si le chef tombe et si la famille tombe, c'est tout le clan qui tombe. Et je me permets de vous rappeler que l'ONG Human Rights Watch, au milieu de la guerre civile et de la terrible guerre en Syrie, dès le début des années 2010, avait considéré que, outre les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par Assad fils, donc par Bachar, eh bien, en dépit de cela ou parallèlement à cela, si le régime tombait, il y avait, je cite, un rapport de Human Rights Watch à ce moment-là, en 2013-2014 à vérifier, et il y aurait un risque de génocide. Le terme est extrêmement fort, à l'encontre des Alaouites. C'est pour vous dire qu'il y avait une volonté de tenir sur ces 10-15% de la population, agrégée à d'autres minorités qui avaient peur de la prise de pouvoir par la grande majorité sunnite. Donc j'ai évoqué les Druzes, qui sont quelques pourcents de la population, un certain nombre de communautés chrétiennes également, qui craignaient comme la peste, et on peut les comprendre, on peut parfaitement les comprendre, l'avènement d'islamistes radicaux issus des Irwan, donc des frères musulmans, qui, je le rappelle, avait déjà tenté de prendre le pouvoir par la force en 82 et 83. Donc, si vous voulez, on avait quand même des mouhabarat, donc des services de renseignement et un clan au pouvoir, peut-être plus efficace encore que ce qui avait prévalu en Tunisie, en Égypte, au Yémen avec Ali Abdallah Saleh, etc. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais extrêmement prudent. Et effectivement, j'ai toujours considéré que Assad ne tomberait pas. En tout cas, pas dans ces conditions-là. J'ajoute un point, si vous me le permettez. Assad a été extrêmement fort de notre faiblesse. Je veux dire notre, au sens des Occidentaux, à partir du moment où Barack Obama s'assoit sur sa propre ligne rouge, vous vous en souvenez sûrement, et où en août-septembre 2013, il renonce à appliquer ce qu'il avait lui-même annoncé et promis un an auparavant, à savoir intervenir en cas d'usage, de nouvel usage de gaz neurotoxiques contre sa population, eh bien, il a reculé. Et seulement après cet épisode, eh bien, les premiers chasseurs bombardiers russes, il n'y en avait pas auparavant, sont arrivés en Syrie, créant une espèce de Pax Russiana, je crois que le mot ne convient pas très bien, avec un certain nombre de Pasdaran et d'autres alliés de l'Iran comme le Hezbollah dans la région. Mais vous voyez, je pense que c'est très important, et j'en finis là-dessus, de considérer qu'en Syrie, il y avait quelque chose de plus, peut-être, un clanisme plus fort encore que dans les autres États arabes concernés, et que par ailleurs, la Syrie pouvait compter sur un soutien russe et iranien, russe depuis 1959, soviétique déjà à l'époque, et iranien, d'autant plus fort que nous, Occidentaux, nous avons été extrêmement timides sur ce dossier-là. On reparlera de l'absence effectivement notable des Américains, mais j'aimerais, Amiral, que l'on se concentre un instant sur la présence russe en Méditerranée. La guerre civile syrienne, vous l'avez dit, Frédéric Ancel, s'est vite internationalisée, d'abord par le financement des monarchies du Golfe,
puis par la présence directe d'acteurs étrangers, avec notamment l'intervention russe au chevet du régime à partir de 2015. La Russie semble avoir obtenu les dividendes de son intervention avec un bail de 49 ans sur le port en eau profonde de Tartous. La volonté d'accès aux mers chaudes est une ancienne ambition russe que l'on pourrait faire remonter à l'époque tsariste. Peut-on voir le port de Tartous, mais aussi l'annexion de la Crimée en mer Noire avec la base de Sébastopol et l'instauration d'une nouvelle base russe en mer Rouge à Port-Soudan, comme faisant partie d'une seule et même stratégie maritime russe? Alors, d'abord, je voudrais rappeler que les Russes sont en Méditerranée depuis fort longtemps, que ce n'est pas quelque chose qui date de ces dernières années, et que pour le marin que je suis, nous avons connu une Méditerranée qui était séparée entre les pays au nord de l'Europe du Sud, qui étaient tous membres de l'Alliance Atlantique, et les pays au sud, qui étaient tous sous influence soviétique. Ça a duré pendant une trentaine, une quarantaine d'années. Donc, la question n'est pas récente, n'est pas neuve. Et n'oublions pas que la plupart des pays de l'Afrique du Nord en particulier ont été sous j'allais dire non pas ingérence, mais sous une connivence avec le monde soviétique qui prenait bien soin d'être présent. Les marins de la Marine nationale française ont été dans la Méditerranée toujours au contact des forces soviétiques, et les forces soviétiques ont régné en chat et souris en Méditerranée pendant toute la guerre froide, comme les Anglais et les Allemands l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une vision qu'il faut avoir en Méditerranée, qui est une zone de friction, de contact, une zone dans laquelle chacun joue son jeu, et les Russes ont joué le leur depuis fort longtemps. Ils ont joué des jeux en mer Égée, ils y étaient présents, ils sortaient par la mer Noire et ils allaient un peu partout, tout autour de Chypre. Il y avait des bases, il y avait des bateaux positionnés à Cap à Krotiri. Enfin, il y avait Tartous, c'est depuis fort longtemps une base soviétique et est restée une base russe. Donc, il n'y a là finalement que la continuation de l'histoire par d'autres moyens à un autre moment. Et là, évidemment, la vision qu'ont les Russes de leur Sud est une vision qui leur permet je dirais, de penser l'ensemble global de leur confinement. Les Russes ont d'ailleurs commencé leur vision navale par le sud. C'est seulement sous Pierre le Grand qu'ils sont allés vers le nord. Et donc, n'oublions pas qu'il y a là une grande tradition russe. Quant à la question de la mer Noire a été une mer russe pendant très longtemps. Et les Russes et les Ottomans s'y sont partagés les espaces et les volumes bien avant que, j'allais dire, les pays occidentaux s'y intéressent véritablement. Donc, oui, il y a aujourd'hui une volonté russe de reprendre les chemins soviétiques d'hier et de retracer une sorte de lutte d'influence qui va leur permettre de peser sur la destinée d'un certain nombre de pays qui sont dans cette région, comme ils l'ont toujours fait, comme ils le font aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour moi quelque chose de tout à fait récent, ni quelque chose de très spécifique de ce que fait le président Poutine, qui ne fait que là, la suite très classique de ces frictions. J'en profite peut-être une minute pour vous parler de la difficulté qu'on a quand on parle de la Méditerranée à toujours la repenser correctement. C'est-à-dire que la Méditerranée, c'est quand même un ensemble beaucoup plus vaste et complexe, et le stratégiste vous dira que c'est d'abord un continent liquide qui a mis au contact des tas de régions du monde. Vous avez parlé dans l'introduction, c'est votre président, Bassiste Kouané, qui dit ça très bien, de tout ce qui s'est mis en contact en Méditerranée. Mais pensez donc l'Asie de l'Ouest, l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, en contact à travers un continent liquide qui s'appelle la Méditerranée, qui est sillonné depuis des millénaires par des tas de bateaux, d'influences, de savoirs, de techniques, de culture, de religion, et qui se connectent depuis très longtemps. L'aspect transméditerranéen ne doit pas être, j'allais dire, oublié face à ces lignes de division qui ont été bien sûr celles de la guerre froide, ou à ces lignes de division qui sont celles des migrations aujourd'hui, ou à ces lignes de partage. La Méditerranée, c'est quelque chose d'abord qui est ce continent liquide qui a mis au contact des tas de je veux dire, de personnalités, de cultures, de savoir, et des tensions, bien sûr, des tensions marchandes d'abord. Je voudrais aussi rappeler que pour la Méditerranée, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Vous parlez de la Méditerranée en parlant des Russes et des Turcs ou des Syriens, mais pour les Italiens, la Méditerranée, ce n'est pas ça. La Méditerranée, c'est bien sûr à l'est depuis toujours, depuis Venise. C'est quelque chose qui a à voir avec la mer Égée, mais c'est quelque chose qui a à voir avec l'Égypte, quelque chose qui a à voir avec la Libye. Pour l'Espagne, la Méditerranée, c'est aussi les Canaries qui sont loin de la Méditerranée. Pour l'Espagne, c'est le Maroc. Pour la France, c'est le Maghreb central.
Et donc, nous avons tous nos Méditerranées qui ne s'emboîtent pas nécessairement. Et puis, alors, pour les Américains, la Méditerranée, ça commence en Floride et ça se termine au Xinjiang. C'est-à-dire qu'il faut voir que la Méditerranée, c'est un grand couloir pour un Américain, pour un marin américain. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les marins. Et un marin américain, c'est un grand couloir avec une base à l'entrée qui s'appelle Rota, qui est en Espagne, donc il n'est pas en Méditerranée, mais c'est ce que certains appellent la Méditerranée atlantique. D'ailleurs, vous notez que dans les systèmes stratégiques, on a baptisé en Europe le 5+5, dans lequel vous trouvez, curieusement, des pays comme la Mauritanie ou le Portugal. Donc, vous avez là des choses qui sont assez étonnantes. La Méditerranée, c'est un espace assez complexe. Et quand vous êtes américain, vous la faites démarrer vraiment de Norfolk et vous allez par l'ouvert du 40e parallèle jusqu'à l'Iran, jusqu'à la Chine, et vous vous assurez que Israël est bien placé sur ce chemin et qu'Israël aura toujours sa capacité à peser sur les déploiements. Donc, c'est une difficulté pour nous tous, finalement, quand on en parle, à essayer de la caser dans un imaginaire ou dans des perceptions ou dans des réalités stratégiques. Je terminerai juste ce petit passage parce que je pense que, par exemple, la Méditerranée, c'est vraiment quelque chose est-ouest pour les Américains. Mais alors, pour les Européens, c'est complètement nord-sud, et pour les Français, c'est même, je dirais, la Méditerranée occidentale, et c'est l'accès à l'Afrique de l'Ouest. Et avec toute une série de réflexions qui sont d'une autre nature, elles sont culturelles, elles sont anciennes, il s'agit de toute une série de réflexes que nous avons, qui fait qu'on a du mal, par exemple, Bachar al-Assad méditerranéen, pas vraiment. Bachar al-Assad, c'est quelqu'un du Levant, c'est quelqu'un dont les perceptions sont tournées autant vers la mer Noire, qui est une Méditerranée d'ailleurs, hein, et vers la Turquie. Quant à la Turquie, dont on va certainement parler maintenant à un instant quelconque, la Turquie, c'est d'abord un centre de civilisation, un centre culturel. Le monde ottoman, c'est quelque chose qui rayonne sur 360 degrés, ce n'est pas quelque chose qui est tourné vers la Méditerranée. Et donc, nous avons, voilà, je termine juste ce petit passage, et je vous avais dit que j'en parlerai, parce que pour moi, la Méditerranée, c'est une source de complexité, et le stratégiste fait bien attention quand il en parle à définir d'où il parle et de quoi il parle. Très bien, c'était très complet, merci. Frédéric Ancel, je reviens sur ce que vous avez dit un peu plus tôt. Si la guerre en Syrie s'est illustrée par la présence de nombreux acteurs étrangers, elle s'est en effet surtout illustrée par l'absence des Américains. Dans ses mémoires publiées en 2020, Barack Obama exprime des remords vis-à-vis de sa politique syrienne. Malgré la ligne rouge dont vous avez parlé, posée sur les armes chimiques et la volonté de François Hollande, l'Occident n'a pas tenu sa promesse et n'est pas intervenu auprès du peuple syrien. Pourtant, la décision inverse avait été prise en Libye. 2 décisions différentes, mais un même résultat, le chaos. La Russie de Poutine a saisi l'opportunité pour combler le vide et projeter sa puissance. L'armée russe aurait un temps entrepris le projet de construction d'une base navale à Sirte, dans l'Est libyen à proximité du croissant pétrolier, qui serait venu s'additionner à la base militaire d'Al-Joufra, contrôlée par les miliciens du groupe Wagner, eux-mêmes liés à la Russie. Comme en Syrie, la Turquie s'est aussi engagée dans le conflit libyen en Tripolitaine et y a importé des djihadistes syriens, à tel point que l'on parle d'une syrianisation et d'une milicisation du conflit. Frédéric Ancel, quelles leçons tirer des échecs occidentaux? Et de manière plus générale, comment percevoir la relation entre la Turquie, membre de l'OTAN, et la Russie, qui s'illustre en Libye, mais aussi en Syrie et dans le Caucase? Alors, là aussi, c'est 2 questions en une, deux questions complexes. J'ai souvent tendance à tenter d'inverser le postulat lorsque on pose un bilan définitivement négatif sur une situation ou sur l'évolution d'une situation ou sur des initiatives qui ont été prises. Alors, c'est vrai en ce moment beaucoup sur le Sahel et le Mali en particulier, c'est vrai sur la Libye il y a 10 ans de cela. Est-ce que si nous n'étions pas intervenus, cela aurait été mieux ou pire? Je ne sais pas. On ne fait pas l'histoire, mais je pense qu'il faut toujours remettre en perspective historiques, mais géographiques aussi d'ailleurs, les initiatives qui sont prises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la Libye, ça a été très bien rappelé par Jean Dufour, pour les Français, pour les Italiens, c'est très concrètement juste en face. Et non seulement, ce qui n'est pas le cas de la Syrie, non seulement c'est juste en face, mais vous avez des enjeux qui sont différents, à savoir, par exemple, bien sûr, les routes de l'immigration. Alors, pour moi, elles sont assez souvent fantasmées, mais c'est un autre problème. Enfin, en tout cas, l'immigration. Et puis, dans une certaine mesure, quand même aussi, 2% des réserves
de pétrole conventionnel au monde, plus 2% des réserves de gaz au monde, ce qui là encore n'est pas du tout le cas pour la Syrie. La Syrie, je pense que c'est un problème peut-être à part. Par ailleurs, effectivement, ça a été rappelé, je le disais aussi tout à l'heure, depuis la fin des années 50, il y a une base soviétique importante, permanente, en Syrie. Ce n'était pas le cas en Libye, même s'il y a eu de très bons rapports entre le colonel Kadhafi et les différents, les régimes soviétiques. En Syrie, on avait quelque chose de très particulier, de plus, encore une fois, de plus dur en quelque sorte. Bon. Et je pense que c'est entre autres pour ces raisons qu'on est intervenu peut-être précipitamment en Libye. Je rappelle quand même qu'on l'a fait dans le cadre du droit international, puisque à l'époque, Pékin et Moscou se sont abstenus. Je crois que c'était le 15 mars 2011. Je crois que c'était de mémoire la 1773, à vérifier. Et là, on a pu avoir l'autorisation d'y aller. Entre nous soit dit, ils ont été extrêmement mécontents. Les Russes et les Chinois ont été très, très mécontents de la manière dont ça s'est terminé pour Kadhafi. Depuis, ils ne nous font plus confiance et ils nous empêchent systématiquement de faire passer des résolutions. Ça, c'est parenthèse fermée. Maintenant, je reviendrai sur les représentations qui ont été très, très bien dites. Au fond, ce qui me passionne beaucoup, et en même temps, j'essaie de répondre à votre deuxième question, ce qui me passionne beaucoup avec la Méditerranée, c'est que c'est devenu quelque chose de pratiquement inverse que la fameuse Mare Nostrum que vous évoquiez très justement dans votre introduction. Il n'y a pas de Mare Nostrum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une représentation d'une Méditerranée comme d'un bassin commun. Alors ça, c'est pas vrai. Alors on a une rhétorique un peu folklorisante, un petit peu touristisante, pardonnez-moi ce néologisme, faisant d'un certain nombre de populations des Méditerranéens parce que ils dîneraient plus ou moins de la même manière sous le soleil. Non, mais en réalité, les Français, la majorité des Français et la France comme puissance ne se perçoivent pas seulement et certainement pas prioritairement comme méditerranéens. J'ai beaucoup travaillé sur les Israéliens. Ils ne se perçoivent absolument pas comme méditerranéens. Et entre parenthèses, la ville à laquelle j'ai consacré ma thèse, Jérusalem, n'est pas du tout une ville méditerranéenne, même si elle se trouve à 70 km du rivage méditerranéen. Et il en est de même pour les populations arabes que vous évoquiez là aussi dès l'introduction. Au fond, on a affaire à des gens dont la représentation primordiale n'est pas du tout celle d'être des Méditerranéens. Ce sont soit des Arabes, soit des musulmans. Parfois, certains s'affirment africains de manière générale, et au sein de l'islam, vous avez un certain nombre de tendances, et bien évidemment, mais je n'ai quasiment, sinon jamais rencontré quelqu'un sur le pourtour de la Méditerranée dans mes recherches géopolitiques qui s'affirmait prioritairement méditerranéen, même lorsqu'il vivait au bord de la mer. Et ça me paraît extrêmement important. Je vous fais grâce des Balkans, parce que alors là, pour le coup, on est sur une géopolitique encore totalement différente et beaucoup plus continentale. Et ce qui a été dit de la Turquie est très vrai. Regardez la politique turque, certes, elle s'étend aussi en Méditerranée, mais au fond, pour des raisons liées d'abord à l'exploitation possible, prochaine peut-être, dans un certain nombre de cas de figure du gaz naturel, dont on trouve des gisements très importants maintenant en Méditerranée orientale. Mais en réalité, vous avez, avec l'actuelle politique turque, quelque chose qui ressemble davantage à un néo-ottomanisme. Je rappelle que l'Empire ottoman, pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à la Première Guerre mondiale, n'avait pas son centre de gravité politique en quelque sorte et n'exprimait pas des revendications prioritairement méditerranéennes. Et au fond, depuis les pentes, oui, les Ottomans étaient puissants dans la région, mais fondamentalement, le cœur de leur empire, il se trouvait dans l'Europe balkanique et la plupart de leurs élites provenaient des Balkans, entre parenthèses, c'était vrai pour Atatürk. Donc tout ça pour vous dire que les lignes de partage et les lignes de faille, et peut-être même de fossé, je ne veux pas employer de termes trop forts, mais, sont bien plus importants que ce qu'on pourrait, comment dirais-je, que la manière souvent un peu angélique ou irénique de voir cette Méditerranée. Lieu de passage, oui, mais souvent non désiré. Je repense évidemment encore aux migrants. Lieu de passage pour le commerce, oui, très bien, sauf qu'en réalité, je conclue sur votre question, regardez à quel point vous avez au nord un système d'alliance extrêmement puissant, très cohérent, qui a subi quelques avanies avec Trump, manifestement c'est terminé maintenant, qui s'appelle l'OTAN et qui ne concerne que le nord et l'est, le nord-est de la Méditerranée, mais pas du tout le sud. Au sud de la Méditerranée, vous avez autre chose. D'abord, il n'y a pas de système d'alliance, et non seulement il n'y en a pas, mais l'Oumma, l'Union du Maghreb arabe, qui était un jeu de mots avec l'Oumma, a échoué à plusieurs reprises et à maintes reprises, et entre l'Algérie et le Maroc, par exemple, on est dans un schéma de
quasi-guerre, en tout cas de guerre froide. Hein. Et enfin, je vous dirais qu'on a affaire à des systèmes juridiques, judiciaires, vous avez évoqué la spiritualité ou la religion, c'est vrai aussi, civilisationnel, je n'aime pas ce terme, j'emploie, et donc, je l'ai dit, stratégiques, qui sont, mais tout à fait opposés, qui ne sont même pas proches, qui sont littéralement opposés. Je résume, aujourd'hui, la Méditerranée, qu'on le veuille ou pas, c'est une frontière. La vérité, c'est que c'est une frontière et il faut tout faire pour que ça ne devienne pas un front, mais ça pourrait un jour, si on n'y prend pas garde, devenir un, voire plusieurs fronts. Je me permets de rebondir, Timothée, si vous le permettez, une frontière nord-sud, une frontière est-ouest, c'est-à-dire que l'ensemble du Maghreb ne se retrouve pas du tout dans les questions que l'on trouve dans la péninsule arabique, et l'ensemble des acteurs qui sont là essaient très volontiers de tirer leur épingle du jeu un peu différemment en essayant de se regrouper. Alors, il y a bien sûr actuellement l'impact de la tension entre l'Algérie et le Maroc sur cette question très précise que nous connaissons tous, mais cet impact pourrait sauter du jour au lendemain car il n'y a pas d'autre problème que le fond qui est celui de la présence des militaires en Algérie. Mais la réalité, c'est que l'ensemble des Berbères qui sont sur la côte qui nous fait face est une population avec laquelle les relations sont d'une autre nature que celles qui peuvent exister entre les différents acteurs dont on a parlé en péninsule arabique, les Arabes, les Syriens, les Turcs, et le contrôle de l'Oumma, qui est une des questions fortes qui structure une partie de la Méditerranée, est une question qui n'a pas son répondant dans la Méditerranée occidentale. Il y a donc toutes ces Méditerranées dont vous avez parlé, Frédéric, avec lesquelles je partage beaucoup de vos propos, parce qu'il y a une telle différence stratégique. J'aurais peut-être une petite nuance sur la réalité de l'OTAN, car l'OTAN, pour moi, n'a pas réussi correctement son travail en Méditerranée, pas plus qu'elle ne l'a réussi en Europe, et qu'elle a aujourd'hui, elle est une sorte de recours dont le président américain va se servir certainement pour d'autres perceptions. On a vu qu'avec le président russe et le président chinois, le président américain serait heureux de faire à nouveau une sorte de triangle de pouvoir dans lequel les Européens n'auraient plus de place. Mais il y a là aujourd'hui, je crois, une grande distinction à faire entre les différents espaces, leurs différentes lignes de fracture, les failles, et puis ces bassins qui ont chacun leur individualité. Et le bassin oriental aujourd'hui, je serais peut-être plus optimiste que vous sur les questions du gaz, parce qu'il me semble que le gaz, on sait parfaitement ce qu'il y a, et donc on peut comprendre que ça va jouer un facteur, ça va structurer une grande partie des relations. Le gaz est là et pose des tas de problèmes parce qu'il est extrêmement intéressant, il va être extrêmement accessible. L'Égypte est déjà autonome et va l'être encore plus, va bientôt exporter. Donc tout ça, ce sont des grands cadeaux de la nature aux Méditerranéens de l'Est qui vont pouvoir changer complètement leur comportement stratégique à la faveur de ces cadeaux qui tombent du ciel un petit peu et qui vont être d'exploitation tout à fait intéressantes, qui vont changer la règle du jeu et créer des nouveaux partenariats aussi, autant que des lignes de friction. Je suis désolé d'avoir interrompu la bonne question de Timothée. Il n'y a aucun problème, au contraire, merci d'avoir parlé des enjeux gaziers. Ça me permettra de passer directement à la prochaine question et de revenir sur la Libye. J'aimerais qu'on s'arrête sur la position française qui est ambiguë dans ce conflit libyen, puisqu'elle soutient officiellement le gouvernement reconnu par la communauté internationale, mais apporte un soutien officieux au maréchal Haftar, ancien proche du déchu Kadhafi, et perçu comme mieux placé pour lutter contre l'anomie tribo-djihadiste qu'est devenue la Libye. Le conflit provoque des rivalités intra-européennes, avec l'Italie, notamment, on en a parlé, ancienne puissance coloniale, en première ligne sur la route migratoire et dont le géant pétrolier Eni souhaite contrer Total pour l'exploitation du croissant pétrolier. La Libye suscite aussi des rivalités intra-OTAN, puisque la France s'est vue refuser le contrôle d'un navire turc soi-disant humanitaire et s'est fait illuminer en retour. Amiral, ça veut dire quoi exactement illuminer un navire et quelle place pour la France en Libye face à la Turquie et face à l'Italie? Alors, illuminer, c'est un terme très technique qui consiste à allumer un radar de tir, à le pointer sur un bâtiment qui, comme il est un bâtiment de guerre, il va le savoir tout de suite, il va donc considérer qu'il est dans une situation d'alerte et donc il va être prêt à riposter. Donc c'est un terme technique. En mer, il y a en permanence des frictions, on se désigne les uns les autres, on se regarde, on se piste, on se poursuit et on cherche à s'intimider. L'intimidation en mer fait partie du jeu qui consiste à envoyer des signaux via des bâtiments de guerre prépositionnés tout près des lieux tendus, et ces signaux remontent directement au pouvoir politique et montrent la résolution des uns et des autres.
Ce sont des jeux, ces jeux peuvent déraper, ça va de soi, parce qu'il peut y avoir des manques de sang-froid, il peut y avoir aussi des erreurs techniques. Et nous avons vu, je dirais, du côté de Chypre, ces dernières années, un certain nombre d'interventions, les Français y ont été d'ailleurs très présents, dans lesquelles il y a eu des illuminations, il y a eu des lancements de missiles, il y a eu un certain nombre de choses qui sont rudes et qui sont aussi des objets de mesure de résolution de l'autre. Voilà pour la dimension technique de l'illumination. Et la France en Libye, question difficile dans le sens où la Libye, comme vous le savez, c'était pendant 42 ans quelque chose qui assemblait quatre parties qui étaient toutes, je dirais, avec leur propre logique. On est dans un système tribal dans lequel le président Kadhafi avait réussi à trouver le moyen d'amener tout le monde autour de la table avec un partage des tâches. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il reste cette quadripartition de la Libye et au milieu, je dirais le magot pétrolier qui permet normalement de contenter tout le monde. Nous n'avons pas su peut-être toujours chercher les bonnes solutions, mais nous sommes très attachés à la partie de l'Ouest, mais dans cette partie de l'Ouest et dans la partie du Sud également, la frontière algérienne, règnent des tribus qui sont extrêmement puissantes. Et puis il y a cette Sénoussia qui est cet ensemble qui structure non seulement la Libye, le sud de la Libye, mais une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, qui est une sorte de système des systèmes à l'intérieur de la Libye sur lesquels veille avec beaucoup d'attention non seulement le Tchad, mais également tous les pays de la bande sahélienne. Alors la France a, c'est vrai, soutenu à la fois le processus officiel qui était celui que l'ONU soutenait également et qui était piloté quelque part par l'Italie, et puis en même temps a donné les moyens, a donné une certaine légitimité au premier maréchal Haftar qui, lui, s'intéressait d'un peu plus près aux parties de l'Est et aux parties du Sud-Est. Et donc la France a joué non pas double jeu, mais la France a eu deux chevaux sur lesquels elle a misé, et depuis que les choses ont changé, que sont intervenues deux interventions extérieures. Les Turcs, vous l'avez déjà dit, les Russes ont été des intervenants extérieurs qui ont essayé de contrer l'action d'un certain nombre de leurs compétiteurs en Méditerranée, que ce soit les AU, Qatar ou l'Égypte, et qu'il y a donc plus des transferts de rivalité interne qui étaient dans la partie orientale de la Méditerranée, dans la péninsule arabique, sur la Libye. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a toujours eu en Libye une vision un peu plus large d'une Libye qui est le point d'entrée vers un certain nombre de marchés. La Turquie s'est toujours intéressée de façon très puissante à la pénétration des marchés économiques. La Libye est un bon point d'entrée dans les marchés économiques et la Turquie a une vision économique très forte de sa présence en Afrique de l'Ouest. Et donc, la Libye était un bon point d'entrée. Donc, nous avons des visions claniques, nous avons des visions politiques, nous avons la légalité internationale, nous avons des intervenants extérieurs, et la France a essayé de trouver les chemins. Le ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, a essayé d'accorder l'ensemble des partenaires dans un certain nombre de débats qui se sont tenus en France et qui n'ont pas abouti exactement à ce que souhaitait le gouvernement français, mais qui ont facilité des prises de contact. Donc, sur ce sujet, la France est attentive à l'ensemble du phénomène, n'a pas forcément, dans sa relation avec l'Italie, toujours su trouver le chemin d'une coordination des politiques et des enjeux. La dimension pétrolière n'est pas, pour moi, la plus importante. C'est plutôt la stabilisation de la Libye qui intéressait la politique extérieure française, et puis l'impact de cette stabilisation dans le sud vers le Tchad et l'Algérie, autant que la stabilisation dans l'ouest, avec tout ce qui était la proximité de la Tunisie. Voilà, un grand jeu stratégique, deux acteurs extérieurs, un pays voisin dont le partenaire italien se sentait dépossédé par l'action de la France. C'est ça, je crois, les termes de l'équation de la Libye actuellement. On a commencé à esquisser les enjeux relatifs à la Turquie, sans parler de l'enjeu migratoire pour le moment. On peut peut-être s'arrêter. Il me semble que le terme d'ottomanisme a déjà été prononcé. Je me permets de vous rappeler, Baptiste l'a déjà dit dans l'introduction, que DSD a publié une série d'articles sur les chantiers néo-ottomans d'Erdogan en Libye, en Syrie, en Méditerranée orientale avec la doctrine de la patrie bleue et même jusque dans le Caucase.
la Turquie semble projeter sa puissance dans les espaces anciennement sous domination ottomane. Frédéric Ancel, comment comprendre ces chantiers néo-ottomans? Idéologie ou pragmatisme? Je pense que, comme souvent, on a affaire aux deux, on a affaire à un mix des deux. Alors, laquelle des deux variables de prise de décision est la plus importante? Alors ça, je crois que c'est la question centrale. D'abord, d'un point de vue moral, éthique, politique, la Turquie étant un État parfaitement souverain, la Turquie a parfaitement le droit de décider qu'il faut rester dans l'OTAN. Elle a parfaitement le droit d'en sortir. Mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas être au milieu. Ça, ce n'est pas possible. Dans une alliance aussi forte, aussi ancienne, aussi cohérente, aussi puissante, même si effectivement, et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure l'Émirat du Four, l'OTAN, ces dernières années, n'a pas forcément toujours fait montre d'une cohérence suffisante, en tout cas à mes yeux. Sur un certain nombre de domaines, peut-être même manque-t-elle d'ailleurs de vocation depuis la chute de l'URSS. Bon, ça, ce sera un autre débat. Et peut-être que la Turquie s'y sent mal ou s'y sent à l'étroit. Surtout que pendant 4 ans, il n'y avait pas de pilote dans l'avion OTAN. Bon, là, du coup, évidemment, Erdogan a pu s'en donner à cœur joie dans beaucoup de dossiers que vous avez mentionnés. Il y a le Caucase, mais enfin, ça va jusqu'à l'Asie centrale et pratiquement jusqu'au Xinjiang des Ouïghours. Bon, pourquoi pas? M. Erdogan a parfaitement le droit de jouer une multi ou une pluripolitique avec plusieurs fers au feu et plusieurs objectifs. Sauf que il y a un moment où ça contrevient à la lettre et même, enfin, à l'esprit et même à la lettre, aux règles en vigueur avec les petits camarades. Alors c'est vrai pour la base d'Inchirlik, c'est vrai pour les missiles extrêmement puissants achetés à la Russie. Alors, ils n'ont pas encore été mis en place. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas voir M. Erdogan simplement comme un nouveau sultan ou comme un nouveau calife. Mais enfin, je ne sais pas s'il le souhaite en son fort intérieur devenir ou redevenir l'un ou l'autre. Je ne sais pas. Il y a une forme de pragmatisme. On l'a vu d'ailleurs, notamment lorsque le chef des armées en France, je rappelle donc c'est en vertu de la Constitution de 58, le président de la République, a décidé l'automne dernier de dépêcher un navire de guerre dans les eaux territoriales grecques, ainsi que 18 chasseurs bombardiers Rafale d'ailleurs en Grèce, sans doute au titre d'une démonstration de force. Moi, je constate que ça a fonctionné parce que très concomitamment, M. Erdogan a décidé, et très opportunément, c'était une chance, que sa campagne de prospection gazière venait de s'achever. Par conséquent, on rentrait très rapidement au port. Bon. Donc, si vous voulez, on a affaire à un pays qui souhaite sans doute modifier ce qui fut pendant plusieurs décennies, y compris d'ailleurs à la fin des années 2000, jusqu'au début de la période Erdogan, y compris cette période, un pays qui était finalement assez sagement confiné dans le cadre de l'OTAN face à un danger, à la perception en tout cas d'un danger soviétique, puis peut-être russe. Bon, c'est très bien. Mais là, de notre côté, nous, en tant que membres de l'OTAN, nous avons dans ce cas-là notre mot à dire, notamment lorsque la politique de M. Erdogan vis-à-vis des Kurdes ou vis-à-vis de la Grèce ou de Chypre ne correspond absolument pas à ce qu'on est en droit d'attendre d'un allié. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant toujours la Turquie, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, la plupart des dossiers ouverts, des dossiers stratégiques ouverts par M. Erdogan ont échoué. Il a réussi en Syrie à conquérir jusqu'à ce que les Russes lui disent de cesser d'avancer une bande de terre à la frontière septentrionale de la Syrie, de quelques kilomètres de large, c'est quand même pas énorme. La lutte contre le terrorisme réel ou présumé des Kurdes au nord de l'Irak et au nord de la Syrie, ce n'est pas totalement concluant. Dans le Caucase, l'allié azerbaïdjanais a réussi effectivement à remporter une victoire militaire jusqu'à ce que M. Poutine siffle la fin de la récréation. Et aujourd'hui, les seuls casques bleus, enfin, ce ne sont pas les casques bleus, mais en tout cas les forces d'interposition sur place, ce sont des forces russes, ce n'est pas des forces turques, en dépit aux grandes dames de M. Erdogan qui voulait pouvoir en envoyer. Bon, avec l'Europe, la fameuse épée de Damoclès que je qualifie d'épée de Damoclès en carton, consistant à dire aux Européens, alors écoutez, si vous nous embêtez sur tel ou tel dossier, on lâche chez vous 3 millions de réfugiés. Bon, tout en considérant que l'offensive au nord de la Syrie, c'était précisément pour les reloger. Bon, on ne peut pas en faire un double usage de ces fameux réfugiés. Bon, moi, je pense que là, il y a une espèce d'hubris et la Turquie tente de jouer, elle en a le droit, mais elle tente de jouer peut-être sur trop de tableaux différents sans en avoir réellement les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu qui me semble être une réalité. On parle de condominium russo-turc. Vous savez, le condominium, ne faisons pas de contresens.
Condominium, ça peut vouloir dire il y a deux puissances sur un même théâtre d'opération ou sur une même zone, mais qui ne s'entendent pas nécessairement. Et puis, vous avez un condominium en termes de partage. Sur la Libye, sur la Syrie, je pense que, et dans le Caucase, bien évidemment, on a affaire à quelque chose qui est de plus en plus rugueux, en quelque sorte. Or, dans la relation entre la Russie et la Turquie, s'il y a un Gulliver, ce n'est pas la Turquie. Et s'il y a un Lilliputien, ce n'est pas la Russie, ça c'est certain. Je partage d'autant plus de point de vue que je pense que nous sommes, selon Clausewitz, très classiquement, nous sommes à l'apogée d'un déploiement turc actuellement. Le président Erdogan joue aussi une grande partie de son pouvoir. Il n'est pas en bonne position partout. Il a un déploiement extérieur qui est censé lui apporter de l'air politique et des possibilités économiques, car pour moi, la Turquie est un pays dont le patronat est un des acteurs principaux de la politique. Et donc, je pense que nous assistons aujourd'hui, non pas au chant du cygne de la puissance turque, mais je dirais à son apogée et qu'elle ne pourra que se replier dans les semestres qui vont venir. Et on n'est pas du tout certain que ce que nous regardons aujourd'hui comme est quelque chose de très difficile à caser dans les lignes de fracture, parce que ce personnage ou cette politique nous semble extrêmement puissante, sera demain quelque chose qui aura les mêmes caractéristiques. Je pense que la Turquie est à son apogée stratégique. L'erreur que nous avons commise, et notamment à Bruxelles, a été de regarder la Turquie comme un prétendant à l'Union européenne, ce qu'elle n'a jamais sans doute été. Elle était simplement là en train de fabriquer sa modernité grâce aux réformes qu'imposait l'acquis communautaire à la société turque, et ça a plutôt bien fonctionné. La société turque s'est bien modernisée dans beaucoup de domaines et elle est devenue entreprenante dans beaucoup d'activités socio-économiques qui lui permettent aujourd'hui d'avoir des axes de déploiement qui sont forts, mais politiquement, la réaction existe également, et donc il y a une volonté là aussi d'unité, jeunesse, réforme, de moderniser cette vie turque, et je ne pense pas que le néo-ottomanisme a beaucoup d'avenir, hein, en réalité. Pas plus d'ailleurs, je pense, que la place de la Turquie dans l'OTAN, car l'OTAN n'est plus assez aujourd'hui structurante pour que la Turquie ne puisse pas prendre toutes les libertés, comme l'a dit, on ne peut pas être, comme vous l'avez dit, Frédéric, on ne peut pas être dedans ou dehors, mais je pense qu'aujourd'hui, la Turquie profite de cette fragilité de l'OTAN et que l'OTAN pourrait bien en mourir d'ailleurs assez vite de cette situation. Car la Turquie a été nécessaire à l'OTAN pour flangarder l'URSS dans le temps. Aujourd'hui, elle a repris son autonomie stratégique, elle nous montre ce qu'elle en fait, et nous n'aurons pas demain, j'allais dire, tirer trop à la crâne, car je pense que son apogée est atteint. Il y a un dernier aspect pour la Turquie dont on n'a pas complètement parlé pour le moment, c'est l'enjeu migratoire. La Turquie, avec son engagement en Libye, semble vouloir mettre la main sur la route centrale des migrations avec sa base navale de Misrata, alors qu'elle maîtrise déjà la route orientale, qu'elle utilise comme levier pour faire chanter les dirigeants européens, suite à l'accord noué avec l'UE en 2016. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de l'UE, Frontex, déploie actuellement 3 opérations en Méditerranée pour sécuriser les frontières de l'UE, traquer les passeurs et sauver les migrants en danger. Ce sont les opérations Thémis, qui couvrent la Méditerranée centrale, Poséidon orientale et Indalo occidentale. Amiral, comment s'organisent ces missions et sont-elles vraiment efficaces quand on sait que 20 000 migrants ont péri en mer depuis 6 ans et que les situations sur les îles de Lesbos en Grèce et Lampedusa en Italie laissent à désirer? Alors, je ne vous en parlerai pas d'un point de vue militaire, parce que d'un point de vue militaire, ce sont des opérations qui consistent essentiellement à sécuriser des vies quand l'urgence y contraint. Je vous en parlerai plutôt au plan politique. C'est au plan politique qu'elles sont au fond les plus caractéristiques. Au plan humanitaire, les marins, ça sauve les marins les personnes qui sont en danger en mer, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle condition, ils ne sont pas obligés d'aller reporter dans une côte européenne. Ça, c'est une autre chose. Mais ils sont obligés de les sauver. Ça fait partie de la solidarité des gens de mer. Il n'y a aucune raison d'y déroger. Les bâtiments, les flottes de guerre européennes font ça très bien. Les flottes de guerre qui viennent de l'extérieur également. Non, la question est politique et de savoir si on peut aujourd'hui, j'allais dire, avoir une relation structurée avec les pays de départ pour pouvoir obtenir que la question des migrations soit ramenée à une question, j'allais dire, de contrôle de l'activité criminelle sur les côtes. Et c'est une question-là qui est une question politique qu'il faut traiter avec les gouvernements en place, mais la plupart des côtes, et notamment en Libye, qui sont concernées par ces flux migratoires, sont des côtes
de pays dans lesquels le pouvoir politique, les structures politiques sont, j'allais dire, très partagées entre différents clans, différents intérêts. Et donc, il est très difficile d'obtenir un comportement cohérent, un comportement éthique aussi, vis-à-vis de ces questions migratoires. Il y a aussi, je veux dire, une fragilité des questions, des outils. Frontex est très critiqué, vous le savez actuellement, au sein même de l'Europe, pour la façon dont elle traite ces questions. Il y a même des différends franco-allemands sur ce sujet, assez lourd. Donc nous sommes dans un moment politique difficile qui est celui aussi de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas au meilleur de sa forme aujourd'hui dans un certain nombre de ses actions. Et donc, un certain nombre des grands opérateurs de l'Union européenne se retrouvent en contradiction avec leurs propres intérêts. Et donc, établir une politique migratoire convenable n'est pas chose facile. On l'a vu avec la question italienne. L'Italie s'est structurée autour de cela. On le voit aujourd'hui avec d'autres questions. Et Frontex, où c'est une nouvelle agence de garde-côte, a du mal à s'établir politiquement, notamment par sa capacité à traiter avec les pays de départ. Dernière question, et avant de laisser place aux questions des auditeurs, un acteur pourtant lointain semble affirmer sa position en Méditerranée aujourd'hui. Alors que la présence russe est motivée par des intérêts sécuritaires, militaires et diplomatiques, la présence chinoise semble être motivée par un intérêt commercial. Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, projet phare de Xi Jinping, les investissements portuaires se font nombreux. La Chine a pris des participations dans une dizaine de ports du pourtour méditerranéen, en Grèce, en Italie, en Algérie ou encore en Turquie. Ces intérêts commerciaux s'accompagnent de liens sécuritaires et militaires, illustrés par la base de Djibouti, la seule base militaire chinoise permanente à l'étranger, ou encore par des exercices conduits avec la Russie en Méditerranée orientale en 2015, et des liens diplomatiques aussi, avec le soutien égyptien et syrien notamment à l'ONU en faveur de la politique chinoise menée contre les Ouïghours. Frédéric Ancel, que pensez-vous de cette projection chinoise en Méditerranée? C'est une projection de force, c'est une projection de puissance. Il faudrait, pour le coup, je crois, avec la Chine, cesser tout tyrannisme. Ce n'est pas parce que la rhétorique chinoise puisant dans la ménagerie et faisant appel plus souvent qu'à son tour aux tigres de papier, aux papillons voltants et aux vipères lubriques, ce n'est pas parce que pendant très longtemps, jusqu'à ces derniers mois, parce que là, pour le coup, on assiste à une offensive diplomatique extraordinairement violente depuis les débuts du Covid, entre nous soit dit. Mais enfin, il faut cesser de considérer que la route de la soie est faite uniquement, en tout cas, de caravanes de Pacifique chameliers nous apportant des épices et de la soie, alors parfois avec des chemins de fer ici ou là, et des zones aéroportuaires. Cette route de la soie, elle se parsème de bases militaires. Et on l'a bien vu à Djibouti. Or, on n'attendait pas les Chinois à Djibouti il y a encore 10-15 ans. On n'attendait pas les Chinois il y a encore également 10-15 ans, peut-être même moins, dans les différentes zones porteurs que vous avez cités. Je pense notamment au port du Pirée, qui est très important, mais je parle sous le contrôle du colonel Dufour. On n'attendait pas les Chinois de manière générale et à ce point-là, et de cette nature-là, en quelque sorte, de cette façon-là, en Afrique il y a encore 25-30 ans. Donc ça va extrêmement vite, et l'objectif fondamental de la Chine, et là aussi ça rejoint une représentation très lacostienne, ce n'est pas de devenir la première puissance mondiale, c'est de le redevenir. Parce qu'aux yeux des élites chinoises, et c'est vraisemblablement partagé, j'ai envie de vous dire de gré ou de force, par la majorité des Chinois, en tout cas de ce qu'on peut en savoir, les Chinois considèrent que à l'époque des Ming, ils ont été, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs, ça a été les grands explorateurs avant, ou juste avant en tout cas nos grands navigateurs, et qu'à l'époque la Chine était la première puissance mondiale. Alors évidemment, relativement à un Occident avec lequel les interactions étaient extrêmement faibles. Et à partir du début du 19e siècle et les différentes guerres de l'opium, eh bien, les Chinois, là aussi, de manière tout à fait, le disent, et c'est avec raison, ont été spoliés, ont été mis sous pression par un certain nombre d'Occidentaux, par les Russes aussi d'ailleurs, puis enfin par les Japonais. Et il faut qu'ils effacent cela et qu'ils redeviennent donc cette première puissance mondiale. Ils ne le peuvent pas pour l'instant,
sur le plan militaire. J'ajoute que ce n'est pas pour les exonérer de toute responsabilité, mais la tradition, la très longue tradition militaire et stratégique chinoise qu'on peut peut-être faire remonter à Sun Tzu, n'accorde pas nécessairement la priorité au hardcore, en quelque sorte, aux militaires durs ou purs. Ils y vont si vraiment ils y sont contraints. Et là, on a affaire, avec notamment le rachat des dettes souveraines, tout ça est extrêmement connu, mais enfin, ça concerne aussi maintenant la Méditerranée, avec l'achat ou la prise de participation, non pas via des dépenses somptuaires, dans des, comment dirais-je, dans du luxe en quelque sorte, mais dans des secteurs qui sont extrêmement stratégiques, même s'ils sont civils pour l'instant. Je pense à l'électricité portugaise, par exemple, au hasard. Eh bien, à terme, ils se mettent en capacité de peser sur nos décisions. Très concrètement, c'est ce qu'on appelle une montée en influence, une montée en puissance. Et je pense que de ce point de vue-là, la Méditerranée, là aussi, je reprendrai le terme qui a été très bien utilisé, correspond sinon à une zone, peut-être davantage à un couloir ou un corridor qui suivrait en réalité la mer Rouge et le golfe d'Aden et l'océan Indien lui-même, finalement, peut-être plus qu'une zone spécifique aux yeux des Chinois. Enfin, ce serait à creuser. Ce qui est sûr, à mon avis, en tout cas, et je conclue là-dessus, c'est que l'Union européenne, pour le coup, a une partie très, comment dirais-je, très délicate à jouer. Parce qu'il n'est pas du tout impossible que si nous ne réagissons pas sur le plan à la fois économique, mais quelque part aussi politique, face à cette montée en puissance extrêmement rapide de la Chine dans nos contrées, il n'est pas impossible que nous nous retrouvions dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui un certain nombre d'États d'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs d'États arabes, mais surtout d'États d'Afrique subsaharienne et d'États d'Asie du Sud-Est. Bon. Si vous voulez, c'est pas formidable d'abandonner sa souveraineté. Ce n'est pas formidable, évidemment, face à des armées d'invasion. Ça, c'est catastrophique et c'est un paradigme catastrophique en géopolitique, mais ce n'est pas non plus très souhaitable de manière moins militaire, en quelque sorte, et de manière non meurtrière. On peut très bien perdre son influence, voire même quelque part l'essentiel de sa souveraineté, de manière, entre guillemets, douce et pacifique. Et je pense qu'on est là, je n'aime pas ce terme parce qu'il est trop souvent galvaudé, mais on est quand même quelque part à une croisée des chemins. Et ça pose un défi d'ailleurs, de la manière que la présidence Trump pendant 4 ans a posé un défi à l'Europe en tant qu'Union européenne, oui ou non, a posé un défi à chacune des grandes puissances européennes. Alors, il y en a eu 2, sauf que les Anglais sont partis. Bon. Il reste la France comme puissance globale, en tout cas, européenne. Et ça pose maintenant vraiment la question de savoir si oui ou non nous voulons agir, non plus seulement sur le plan économique, commercial et normatif, ça on sait le faire, et globalement ça a été un succès, mais aussi sur le plan politique, notamment pour nous défendre de la montée en puissance de la Chine. On a peut-être le début d'une Europe géopolitique comme le souhaite la directrice de la Commission, Ursula von der Leyen, avec les sanctions contre la Chine. Je vais désormais... Le ministre Jean-Yves Le Drian. Oui, tout à fait. Je vais désormais laisser la parole. Oui, Jean Dufour, si vous voulez réagir. Oui, juste un petit mot de complément sur la Chine. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec des stratégistes chinois et que je voudrais insister sur 2 points. Je partage l'analyse que vient de faire Frédéric Ancel, mais je voudrais ajouter 2 points qui me paraissent correspondre à la réalité de ce que sont les Chinois et vus par leurs stratégistes. Et je pense que le point qu'on connaît assez mal, c'est la question de la surmasculinité dans la population chinoise, et qui fait que, par exemple, lorsqu'il y a eu les opérations en Libye, ce sont 35 000 travailleurs chinois qui étaient pris en otage par les opérations en Libye et qu'on évacué des dizaines de ferries qui sont venus les chercher et qu'on a évacué très, très convenablement. Ce sont les Chinois qui ont fait ça. L'autoroute transmaghrébine a été faite entièrement par des Chinois. Donc, il y a énormément de travailleurs chinois. Et ces travailleurs chinois ne sont pas, j'allais dire, la pointe avancée d'une invasion chinoise sur la Méditerranée, mais tout simplement, je dirais, le surplus des hommes qu'il y a en Chine et que l'on exporte sur les territoires où il y a de la croissance et que l'on espère bien laisser. Et donc, il y a cette espèce, non pas d'invasion pacifique, mais cette exclusion d'un certain nombre d'hommes qu'il y a en trop en Chine et qui viennent là. Et le deuxième point que je voudrais, et tout ceci pour dire que la présence chinoise est aussi la présence de travailleurs, et de travailleurs pour lesquels on n'a pas la place ou l'utilisation complètement sur le territoire métropolitain chinois. Deuxième point que je voudrais faire apparaître, qui est une de mes grandes surprises et aussi une de mes interrogations, c'est le sentiment non pas de force, mais le sentiment de vulnérabilité de la Chine. La Chine, et ce n'est pas un jeu, ne se sent pas si assurée de son avenir. Et même si aujourd'hui, elle a fait un tournant militaire depuis 2 ans
qui l'amène à essayer d'être le rival militaire des États-Unis. Pendant très longtemps, il n'a pas fait de la dimension militaire, je dirais, la pointe avancée de sa puissance. Et aujourd'hui, je pense que le sentiment de fragilité qui est intrinsèque à la Chine, qui dit qu'en 2049 seulement, elle aura trouvé son point d'équilibre, eh bien, est à considérer. Donc, dans le vocabulaire et dans la rhétorique chinoise aujourd'hui, il y a aussi masqué un sentiment de vulnérabilité dont on ferait mieux d'analyser la réalité. Voilà. Bonjour messieurs, je vous remercie pour vos interventions qui ont donné lieu à des questions de la part des participants à la réunion. Donc, on a tout d'abord celle de monsieur Théophile Billard qui voulait revenir donc, sur l'épisode de l'Ever Given, donc ce porte-cargo qui s'est ensablé donc, dans le canal de Suez et qui a bloqué une artère principale du commerce international et de l'économie mondiale. Il rappelle que jamais depuis la guerre de 6 jours et la guerre du Kippour, le canal n'était resté fermé aussi longtemps. Et donc, il se demande si l'on doit craindre que cela inspire des attaques dans la région. Et peut-on faire confiance aux Égyptiens, donc aux forces égyptiennes, pour sécuriser et fiabiliser le canal? Merci. Peut-être commencer par M. Dufour et je laisserai M. Ancel continuer. Écoutez, c'est une question politique plus qu'une question technique. Techniquement, le canal a été élargi de façon très considérable récemment et il permet aujourd'hui des trafics beaucoup plus importants avec des bateaux de port en lourd qui sont réellement des bateaux décisifs pour le commerce mondial. Donc, on sait aussi désensabler, on l'a montré, c'est compliqué, mais on sait le faire. On sait désensabler. Je pense qu'après l'accident de l'Ever Given, on aura beaucoup plus de capacité de remorquage directement disponible pour pouvoir faire face à cela. Donc, la question est, je dirais, politique et économique. Qui a intérêt aujourd'hui à bouleverser le commerce mondial? Pas grand monde, à vrai dire. Seuls ceux qui veulent nuire non pas à l'Égypte, mais qui veulent nuire au commerce mondial et qui veulent créer une situation de crise totale. Et je pense que cela, il faudrait aller les rechercher chez des terroristes qui chercheraient à avoir un effet terroriste qui serait, je dirais, décisif. Mais je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait politiquement s'attaquer à ce flux qui est un flux, c'est l'artère vitale, c'est une artère vitale du commerce mondial. Il y en a d'autres en mer de Chine. Les Chinois dont on dit qu'ils veulent maîtriser la mer de Chine ont tout intérêt également à ce que la mer de Chine soit fluide. Donc la liberté de communication, la liberté économique, il y a tous les jours un porte-conteneur de 20 000 watts qui quitte Shanghai pour Rotterdam. Personne n'a intérêt à ce que ce porte-conteneur ait des ennuis. Il passera par le canal de Suez. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que la démonstration de vulnérabilité que l'Ever Given nous a montré apporte autre chose que des moyens supplémentaires demain pour pouvoir garder cette voie de navigation indispensable au commerce mondial ouvert. Je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à Louise pour la suite. Monsieur Frédéric Ancel, une question pour vous sur les impacts potentiels du changement climatique de la géopolitique en Méditerranée. Merci Louise pour cette question géographique fondamentale. D'ailleurs, la transition est toute trouvée avec le canal de Suez parce que aujourd'hui les Russes sont en train de développer ce projet qui est d'ailleurs au-delà d'un projet. Ils développent maintenant la fameuse route du Nord-Est. Hein. Donc en Sibérie septentrionale, vous avez des quantités de gaz naturel absolument phénoménales et vous gagnez du temps. Alors en moyenne, selon évidemment les destinations des méthaniers, mais enfin, vous gagnez environ un tiers du temps, et le temps c'est de l'argent, c'est pas moi qui le dis, grâce à des brises-glaces qui maintenant parviennent de plus en plus facilement à faire passer des méthaniers vers les très gros clients, hein, que sont le Japon, que sont bien évidemment la Chine et une grande partie du sud-est asiatique. On peut aller jusqu'en Inde comme ça, et ça évite de passer par la Scandinavie et par notre chère Méditerranée et par le canal de Suez, dont je rappelle que pour l'Égypte, c'est une artère encore plus vitale que pour le commerce mondial. Hein, c'est l'une des toutes premières rentes, parce que moi j'appelle ça une rente en réalité, hein, la rente du canal de Suez, pour l'Égypte, une Égypte qui est déjà extrêmement fragile sur le plan social et économique. Et lorsque se produit ce genre de problème, et s'il devait se produire des problèmes, pour le coup, de type terroriste, avec des bateaux touchés
par des terroristes qui partiraient, par exemple, du Sinaï, donc de la rive orientale du canal de Suez, alors en provenance de Gaza ou pas, ou simplement de la péninsule sinaïtique, là, je pense que ce serait réellement catastrophique. Alors maintenant, pour vous répondre très concrètement sur le climat, c'est ça. Pour moi, ce qui me paraît extrêmement important dans les prochaines années, les prochaines décennies, c'est vraiment l'Arctique. C'est l'ouverture, mais là aussi, je parle sous contrôle d'un technicien et d'un spécialiste de terrain, avec ou sans guillemets, donc l'amiral Dufour. Mais manifestement, on n'attendait pas la fonte des glaces de l'Arctique, pas seulement du permafrost, qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, en Sibérie, mais de l'Arctique. Et donc, ça va permettre d'ouvrir d'autres routes commerciales extrêmement importantes, grèvant, ou en tout cas risquant de gréver certaines routes déjà existantes, et notamment le Suez. Je me permets d'ajouter un mot, si vous le permettez. C'est une question très intéressante, les rapports entre le climat et la géopolitique. J'ai l'habitude de prendre deux exemples, celui des Pays-Bas et celui du Bangladesh. Pourquoi? Parce que ce sont des États qui ne se ressemblent en rien, sauf qu'ils se situent au niveau de la mer et même en dessous du niveau de la mer, et par conséquent, un certain nombre de répercussions du dérèglement climatique, notamment dans les mers et les océans, vont peser beaucoup sur des pays tels que les Pays-Bas et le Bangladesh. Sauf que, pour plusieurs raisons, ils ne vont pas supporter de la même manière les coûts et les conséquences du dérèglement climatique. C'est-à-dire que si vous avez à minima un sens de l'intérêt collectif et une classe politique et un exécutif à peu près intéressé quand même au bien public, comme l'aurait dit là aussi Sun Tzu. Si c'est le cas aux Pays-Bas, beaucoup moins au Bangladesh. Si vous avez un niveau de technicité, d'ingénierie susceptible de créer plus ou moins rapidement et de manière efficace alors ici des barrières, là des installations qui vous permettent de régénérer un certain nombre de l'eau, l'air, que sais-je encore. Bon, ce qui est le cas, je parle de ce système d'ingénierie aux Pays-Bas, ce qui est moins le cas au Bangladesh. Et enfin, si vous disposez des moyens pour développer ces matériels et ces infrastructures, vous vous en sortez mieux. Ça ne veut pas dire que la mer va moins monter en Manche et en mer du Nord que dans l'océan Indien, mais ça veut dire que les répercussions, les conséquences, vous allez les subir de manière beaucoup plus douce, beaucoup moins grave. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque souvent j'entends mes étudiants à Sciences Po me dire mais en réalité pour la Terre, pour la surface, enfin pour l'humanité, ce qui risque de se passer, c'est la catastrophe. Alors je n'en disconviens pas, n'étant pas d'ailleurs un spécialiste de ces questions-là, mais j'insiste sur le fait qu'il y aura différentes étapes et que ceux qui peuvent réunir ces trois conditions, les États ou les groupes d'États qui pourront réunir ces trois conditions, s'en sortiront nettement mieux que d'autres États. C'est vrai en Asie du Sud, c'est vrai dans la bande sahélo-saharienne, c'est vrai ailleurs, qui, eux, malheureusement, subissent déjà de manière beaucoup plus grave et douloureuse ces dérèglements climatiques. Merci. Je vais poser une dernière question. On s'excuse par avance pour les questions qui sont arrivées après, qu'on ne pourra malheureusement pas poser pour cause de temps. Donc, la question est, pensez-vous que l'Union européenne a suffisamment inscrit les enjeux de coopération et de partenariat en Méditerranée dans son agenda politique? Est-il possible d'obtenir une stratégie commune entre des pays européens ayant des intérêts et une vision aussi divergents, comme vous l'abordiez précédemment? Peut-être commencer par Jean Dufour, vu que M. Ancel, vous venez de terminer, et pareil, vous aurez votre droit de réponse. On a cherché pendant très longtemps à structurer la Méditerranée avec des organisations qui prenaient en compte l'ensemble des acteurs et qui les menaient sur un chemin de développement et de coopération et de co-développement profitable. On s'est aperçu que c'était plus complexe qu'il n'y pensait parce que tout simplement, la façon dont les différents pays d'Europe, de l'Union européenne regardent la Méditerranée était extrêmement différente. On a des regards qui sont je dirais, à l'image de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, qui est divisée entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. Les pays frugaux du nord regardent avec beaucoup de curiosité les pays dépensiers du club méditerranéen. Les pays de l'est très préoccupés par la tension avec la Russie regardent très curieusement les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc il y a aujourd'hui une extension, une espèce d'étirement des logiques politiques au sein de l'Union européenne qui rend extrêmement difficile d'avoir des modèles de coopération convenables. Aujourd'hui, on sait très bien que ce que vous citiez dans votre introduction comme étant le processus de Barcelone a petit à petit s'est encalminé, puis a capoté. Il reste un certain nombre j'allais dire,
d'instruments dont on essaie de tirer le meilleur parti, mais au fond, on n'est pas capable d'avoir une politique européenne commune, sérieuse, sur la fabrication d'un lac de paix et de coprospérité en Méditerranée. Par contre, on peut dire qu'il y a quelques, je veux dire, si l'on sectionne la Méditerranée, si on la sectorise, il y a des espaces que l'on pourrait développer de façon beaucoup plus importante, et je pense que l'Union européenne ne serait pas hostile à ce que se crée en Méditerranée occidentale quelque chose d'un peu plus structuré entre les 3 pays du Maghreb central, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, et les 3 pays éteints qui leur font face, c'est-à-dire l'Italie, la France et l'Espagne. Et ces 6 pays pourraient demain avoir des espaces de coopération un peu mieux développés qui pourraient être soutenus plus ou moins par les pays du Nord dits frugaux qui aujourd'hui verraient bien, je dirais, se créer quelque chose d'un peu plus structurant au plan politique, au plan économique, au plan culturel. La France y serait très favorable, certainement. Vous savez qu'actuellement, la France développe des systèmes de Med7, des systèmes de sommets des 2 rives. Il y a une délégation interministérielle de la Méditerranée qui cherche le chemin pour essayer de favoriser ce qui pourrait être quelque chose que les pays du Sud, les pays latins, apporteraient à la corbeille de l'Union européenne. Je vois plus ça dans cette dimension-là aujourd'hui que les grands projets qu'on a élaborés entre 1995 et que le temps a repris sous l'angle du dialogue méditerranéen qui, comme les autres systèmes et structures, n'a pas trouvé son point d'équilibre. Je pense que si on est français en particulier, cette réflexion qui peut être apportée à l'Union européenne, c'est une réflexion qui peut aller jusqu'à l'espace du Sahel. C'est-à-dire que le Maghreb est un espace entre deux grands vides, la Méditerranée, le vide maritime, le Sahel, le grand vide de l'espace saharien. Et je pense qu'il y a là des chemins possibles de coopération assez structurés au plan politique, économique et social, sur lesquels nous pourrons un jour peut-être travailler plus à fond et faire de ce qui est pour moi un projet que je trouve tout à fait nécessaire, du bassin de la Méditerranée occidentale, une sorte de laboratoire de la mondialisation. 180 millions de Latins au nord, 110 ou 120 millions de Maghrébins au sud, des relations très anciennes, beaucoup de points communs, des coopérations et des complémentarités qui sont à établir, quelque chose de plus, j'allais dire, plus facile à mettre en place que sur l'ensemble des politiques de voisinage de l'Union européenne en Méditerranée, ces politiques de voisinage qui butent en permanence sur les points que nous avons évoqués tout au long de ce séminaire. Frédéric Ancel, à moins que vous vouliez un dernier mot. Oui, non, mais je souscris tout à fait, à condition effectivement que on soit plein d'humilité et que on crée des partenariats qui peuvent d'ailleurs tourner autour des questions de lutte contre la pollution, les fameuses autoroutes de la mer, enfin des choses qui ne sont pas forcément là aussi trop rédhibitoires du genre les droits de l'homme. Parce que je rappelle que dans les années 90 et 2000, dès lors qu'on abordait ces questions-là, évidemment au Sud, c'était terminé. Et puis de manière humble, c'est-à-dire sans nécessairement impliquer l'ensemble de l'Union européenne. Je rappelle que cette volonté de créer un 3+3 ou un 5+5 d'ailleurs, s'était heurté à l'époque, Madame Merkel qui très charitablement avait décidé que non, la France n'allait pas du tout prendre la tête de ce groupe-là et qu'elle allait entraîner derrière elle toute l'Europe. Donc ça faisait 28 pays d'un côté, 3 ou 5 de l'autre. Évidemment, c'était totalement déséquilibré et ça perdait en réalité tout son sens, puisque chacun connaît très bien ici la très large façade méditerranéenne du Danemark. Bon, donc évidemment, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et y aller effectivement par petites touches. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord, avec peut-être juste un dernier point en guise de rendez-vous, la Méditerranée, on en parlera les 18 et 19 septembre prochains aux 6e rencontre internationale géopolitique de Trouville-sur-Mer. Alors je sais que c'est en Manche, ce n'est pas en Méditerranée, mais le thème sera le suivant, les Méditerranées. Vous apprécierez le pluriel lacostien qui n'est pas sans rappeler celui de Fernand Braudel. On n'a pas évoqué Fernand Braudel qui était un très grand penseur de la ou des Méditerranée, et on évoquera, et je suis très heureux que l'amiral Dufour tout à l'heure ait évoqué la mer Noire comme étant une Méditerranée, on évoquera aussi bien sûr les Caraïbes, la mer de Chine, et pourquoi pas d'ailleurs aussi quelque part la mer Rouge dont le bassin prolonge immédiatement, et on en a parlé à plusieurs reprises, cette marée Nostrum qui n'est pas tellement Nostrum, mais qui peut-être le redeviendra un jour. Merci Frédéric Ancel, merci Amiral Dufour pour cet échange vraiment très enrichissant.
Merci d'avoir été aussi nombreux à répondre au présent. Je vous rappelle que la conférence sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux et même à nous ajouter sur LinkedIn si vous voulez continuer la discussion. Voilà, bonne soirée à tous. Merci.